Certains disent qu'il est un homme de principe, un homme de conviction. Pour d'autres, il est un électron libre, un harangueur. Une chose est certaine, Jean-Marie Nadeau aime l'Acadie. C'est peut-être normal. Il est né un 15 août, la fête nationale des Acadiens. Jean-Marie Nadeau est un Braillon, le nom qu'on donne aux francophones du comté du Madawaska au Nouveau-Brunswick. Après des études en France et un séjour de quelques années à Montréal, Jean-Marie rentre chez lui en Acadie. Il travaille à la Société nationale de l'Acadie et au quotidien L'Acadie Nouvelle. Il devient consultant auprès d'une association de pêcheurs et travaille au sein de la Fédération des travailleurs du Nouveau-Brunswick. Il a tenté sa chance en politique provinciale, d'abord au sein du Parti acadien et plus récemment chez les néo-démocrates, chaque fois sans succès. En 2008, Jean-Marie Nadeau devient président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Il n'a pas la langue dans la poche et n'a pas peur de critiquer le statu quo. Sa vision et sa façon de faire ne sont pas appréciées de tous. Mais une chose est certaine, son discours encourage le débat et fait réfléchir. Jean-Marie Nadeau, bonjour. Oui, salut. Jean-Marie Nadeau, vous êtes né un 15 août, Journée nationale des Acadiens, une date de naissance prédestinée pour un militant acadien comme vous, diriez-vous? Semble-t-il, dans un petit village, à Lac Baker, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, à la frontière du Maine et du Québec, où s'est tenu le merveilleux congrès mondial acadien cet été. Alors, je n'étais pas nécessairement prédestiné de par mon nom, qui est Nadeau et qui n'est pas purement acadien, mais si on recherche moindrement, on trouve du Thériault, du Cyr, du Cormier, etc. Mais aujourd'hui, être acadien, c'est le choisir beaucoup plus que le subir ou le porter. Bien sûr, je n'étais pas nécessairement prédestiné à porter l'acadianité. La seule chose qu'on connaissait de l'Acadie à l'époque, c'était la Caisse populaire acadienne. Mais aussi le fait que je sois né le 15 août, mais il y avait un accent qui était mis parce qu'il y avait toujours, à l'époque plus religieuse, on célébrait la fête de Marie, de l'Assomption. Donc, en ce sens-là, j'ai eu cette petite sensibilité-là, mais elle s'est développée beaucoup plus quand j'ai quitté Lac Baker en allant. Parlez-moi de Lac Baker. C'est pas le bastion de l'Acadie? Justement, étant à la frontière du Québec, et plusieurs personnes ont découvert ça cet été avec le Congrès mondial acadien, c'est à 95-98% francophone. Donc, c'est très francophone, mais pas très acadianisé. D'accord. Donc, vous vous êtes jamais senti menacé là où vous étiez, vous? Menacé, la première conscience que j'ai eue d'une menace qu'il pourrait y avoir, c'est quand mes cousines qui vivaient à 6 km de chez moi du Maine ne pouvaient pas parler français et qu'elles étaient assises sur les genoux de Pépère Nadeau et qui demandaient « Can I have some water? » Puis Pépère disait « Mais qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? » Je dois dire que ça a été pour moi... J'étais jeune, j'avais 7-8 ans, je me suis dit « Ça n'a pas de sens de voir... » surtout à 6 km, mais c'était pas... L'Acadie n'était pas mise de l'avant, mais elle n'était pas plus mise de l'avant non plus avant 1955, le 200e anniversaire de la déportation, même à l'extérieur du Nord-Ouest. Même dans la péninsule acadienne, le mot acadien n'était pas utilisé et a été modernisé, en fait, depuis les années 1955. Mais si on revient au Nord-Ouest, c'est sûr que c'était pas le drapeau acadien avant tout. Et le Nord-Ouest était séparé du reste de l'Acadie par les montagnes. On était à 400 km de Moncton au Madawaska, par exemple. Et ensuite, même Radio-Canada est arrivé, a ouvert en 54 ici, est arrivé en 72 dans le Nord-Ouest. Et la télévision seulement qu'en 82. Alors, nous autres, quand on écoutait Radio-Canada, avant ce temps-là, c'était Radio-Canada Rimouski. Il paraît qu'ado, vous vouliez devenir prêtre. Ben oui, ça fait partie de mon côté mystique. J'étais vraiment déterminé à... ça me plaisait. J'étais pieux, et j'ai beaucoup aimé cette période-là, ce qui m'empêchait pas, en contrepartie, d'être très,
très sportifs, par exemple, de la natation, du tennis, du volleyball, ou etc. Mais j'ai aimé cette phase mystique. Mais à 18 ans, suite à un suicide d'un ami, les amitiés masculines sont fortes à cette époque-là. Et c'était la période aussi où les curés sortaient plus qu'ils rentraient en religion. Et ensuite, il y avait l'idée derrière tout ça, c'était de travailler pour les pays en voie de développement. Donc ça a toujours été pérenne dans ma façon de voir les choses. Mais à partir des années, début des années, ou fin des années 60, j'ai tout... C'était fini, ça. Parce que c'est l'institution qui m'emmerde. En général, disons que je n'ai plus de religion, mais je vis profondément chrétiennement et je m'inquiète pas pour mon avenir. Vous avez décidé à un moment donné de faire des études en France. Pourquoi la France? Qu'est-ce qui vous attire? La France, entre autres, parce que je trouvais important, et comme je vous dis, dès l'âge de 7-8 ans, que j'ai eu cette vision de cette déperdition de la langue française, entre autres directement chez mes cousines. Et ensuite, pour moi, la France, c'était le pays de Bob Moran, c'était le pays de mes lectures de jeunesse. J'ai toujours aimé étudier. Donc, je devais aller étudier en journalisme, mais sur l'avion, à l'époque, la France était plus généreuse. Il y avait une cinquantaine de bourses pour les Acadiens. Et avec les Québécois, ils remplissaient l'avion champagne à volonté. Disons que ça m'a aidé à réfléchir sur l'avion, surtout avec l'air du champagne. Alors, au lieu d'aller à Lille, j'ai décidé d'aller à Aix-en-Provence en sciences politiques, en me disant que la science politique, c'est peut-être une meilleure voie pour accéder justement au journalisme. Mais ce que je visais dans ce temps-là, c'était définitivement la fonction diplomatique. Donc, c'est-à-dire, j'avais envie de travailler sur la scène internationale, d'apprendre des langues, etc. À un moment donné, vous êtes devenu un militant acadien. Est-ce qu'il y a un déclic qui s'est fait chez vous ou est-ce que ça s'est fait tout naturellement? Entre autres, pendant mon séjour en France, j'étais tellement obligé d'expliquer souvent qui j'étais. C'est-à-dire, j'en avais marre de me définir par la négative en disant « je suis pas québécois », que j'ai fini par me définir par la positive en disant « je suis acadien » et en quoi il y avait des nuances dans cette façon de s'affirmer. Et autant je voulais aller travailler pour les pays en voie de développement, quand je suis revenu en 73 en Acadie, je me suis aperçu que c'était mon propre peuple qui était un peuple en voie de développement. Alors, pris un peu dans le jeu, travaillé pour le Parti acadien, j'étais secrétaire provincial pendant 4-5 ans, travaillé pour le Conseil régional d'aménagement du Nord-Est, à mettre sur pied l'Union des pêcheurs des maritimes. Disons que j'étais imbibé d'Acadie dès les débuts. Et à cette époque-là, l'Acadie bougeait. Il y avait eu en 70 une grande manifestation contre l'assurance chômage. Et en 68, des pêcheurs avaient brûlé le quai de Caraquet parce qu'on était en train de vider la baie qui est vidée depuis ce temps-là, ou à peu près, quoique le hareng revient actuellement. Alors, tout ça, il y avait une mouvance qui était extraordinaire. Il y avait eu la tête de cochon à l'Université de Moncton. Et donc, on était un paquet de jeunes qui ont eu envie, justement, de mettre la main à la pâte et de moderniser l'Acadie. Parlez-moi de ce parti acadien qui prônait, je pense, une autonomie. Province acadienne. La province acadienne, une grande autonomie acadienne. La raison d'être, quelle était la raison d'être de ce parti-là? Tout peuple qui se respecte doit aspirer, selon moi, à la plus grande autonomie possible. Donc, en ce sens-là, vous ne serez pas surpris que je vous dise que je suis sympathique à la cause de l'Écosse. Et comme je suis sympathique à la cause québécoise aussi. Cependant, à l'époque, on voulait une province acadienne, justement, en disant on est rendu à un stade où on a un niveau de maturité, d'expertise, où on est capable de gérer nos propres affaires. Et ensuite, on remarquait tout autour de nous que le Sud se développait beaucoup plus que le Nord. Comme un candidat du Parti acadien disait à l'époque, le père Mamplot, c'est un curé, il disait la manne dans le Sud puis la marde dans le Nord. Alors, j'étais sensible à ce message-là et j'étais d'accord avec ce... Donc, l'idée, c'était de cheminer vers une forme de prise en charge. C'était de dire à la face du monde, on a la maturité et on a envie de prendre les responsabilités qui viennent avec la maturité. Mais il y avait aussi à cette époque-là Louis Robichaud
chaud et une chance égale pour tous. Ça remplissait pas vos désirs et vos besoins? Non, mais la loi sur les langues officielles avait été... la loi sur les langues officielles avait été votée en 1969, en même temps qu'au niveau fédéral, que peut-être en 68. Mais ça pouvait pas nous satisfaire, parce qu'on voyait, quand tu faisais la carte géographique et économique du Nouveau-Brunswick, on savait où était la pauvreté, on savait où était la richesse. Et c'est pourquoi je suis très fier d'avoir travaillé au Parti acadien, parce qu'en revendiquant la province, ça l'a allumé des lumières chez les gouvernements. Et en 79, il y a eu ce grand rassemblement, la Convention d'orientation nationale de l'Acadie à Edmundston, où 56 des personnes, des 1200 personnes présentes avaient voté pour une option autonomisme. Bon, il y en a qui diront que le Parti acadien a pacté la salle. On s'en fout. Mais l'important, c'est qu'en 82, en allant plus loin que l'égalité des langues, on a voté une loi pour reconnaître l'égalité des communautés linguistiques et donc le droit d'avoir des institutions homogènes. Sauf que je dois reconnaître aujourd'hui, on pourra en parler tout à l'heure, que c'est la fumisterie dans le sens qu'on parle de gouvernance communautaire. Mais si tu n'as pas de portefeuille, si tu n'as pas d'argent à gérer, tu ne gères pas grand-chose. Vous avez déjà écrit « Avant d'être tout le monde, il faut être quelqu'un ». Ça veut dire quoi, ça? Ben, ça veut dire que moi, j'irai jamais dire que les Acadiens sont meilleurs que les autres. Mais sauf seuls les Acadiens peuvent faire les meilleurs Acadiens et les meilleures Acadiennes possibles. Moi, je crois que c'est ça qui vaut la peine de se battre pour un peuple, aussi petit soit-il, comme le nôtre, parce que c'est d'offrir au reste du monde notre unicité, notre différence, notre beauté, notre grandeur, notre expertise, notre façon d'être. Alors, pour moi, dans ma tête, c'est se battre contre l'homogénéisation nord-américaine ou américaine purement et simplement. Donc, c'est d'affirmer à la fois sa langue. C'est ne pas se battre contre personne, c'est se battre pour son peuple, pour INSEE, en soi, juste pour exprimer cette beauté d'être différent. Alors, tu vois, c'est juste pour moi, je trouve que ça vaut la peine que le peuple acadien continue à vivre, et c'est notre meilleure contribution, c'est peut-être prétentieux, à la bonification de l'humanité. C'est en étant pleinement nous-mêmes. Et je trouve ça le fun d'être acadien, alors je travaille encore pour ça. Monsieur Nadeau, vous êtes un braillon. C'est quoi un braillon? Un braillon, c'est une maudite belle façon d'être acadien. C'est surtout de la République du Madawaska, le Nord-Ouest. Parce que pendant longtemps, les Acadiens, c'est-à-dire les braillons, n'avaient pas d'identité. Ils se définissaient par le négatif. On n'est pas des Américains, on n'est pas des Acadiens, on n'est pas des Québécois. Et à un moment donné, il y a eu un besoin de s'identifier de façon plus positive. Et aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Le fait de se dire braillon, c'est une invention simplement depuis les années 60, qui est rentrée dans les mœurs. Ça vient d'où, ce mot-là? Oh, il y a toutes sortes d'histoires là-dessus. Et ça vient autant, je ne sais pas pourquoi, la Sagouine, on dit qu'elle utilisait un braillon pour nettoyer, et donc c'est pas tellement éloquent. Et l'autre concept, c'est qu'on cultivait beaucoup le lin dans les années, au dernier au 19e siècle, pour faire du tissu et autres. Et on brayait, le lin. Donc c'était une référence à cet artisanat-là ancestral. Jean-Marie Nadeau, on parlait tantôt du Parti acadien et de son nationalisme acadien. Le parti n'existe plus, mais est-ce que ça veut dire qu'il n'a plus sa raison d'être? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, parce que je me dis, de la façon que le Parti acadien a fait bouger et avancer les dossiers acadiens, peut-être que ça en prendra un autre. Moi, je sais qu'il y a des jeunes qui aimeraient bien que j'en recommence un autre, mais moi, je leur dis, c'est à votre tour. Faites-le et je serai avec vous autres, peut-être. Parce que la francophonie canadienne, on a été un peu faible sur le plan politique. On a toujours, sur le plan économique, on s'est donné au moins des caisses populaires et des institutions d'assurance et autres. Sur le plan politique, on s'est jeté éperdument dans les bras du Parti libéral, tant au fédéral qu'au provincial.
Il est sûr que ça a été important comme choix politique, dans le sens qu'on a nettement avancé les dossiers acadiens depuis 30-40 ans. Sinon, ce serait désespérant et suicidaire. Les dossiers avancent, mais la question fondamentale à se poser, est-ce que les gains que l'on fait aujourd'hui compensent suffisamment pour les pertes qui se perpétuent? Et moi, c'est à ce niveau-là que je me demande s'il n'y a pas lieu de réactiver et redynamiser la fibre patriotique. Parce que je trouve scandaleux que tant au Nouveau-Brunswick, qui est la province officiellement bilingue, que le Canada, qui est officiellement bilingue, que seulement 0,2 de 1% de l'argent qui est mis pour le renforcement de l'identité biculturelle au Canada, de l'identité dualiste au Canada. Alors je dis, c'est pas sérieux. Et je suis pas sûr qu'on nous a donné les instruments et le financement nécessaire. Quand on coupe dans Radio-Canada, comme on fait actuellement, quand on coupe dans le financement des groupes d'affirmation nationale comme les nôtres, c'est des responsabilités crasses. Et ça, ce sont les libéraux, tant les conservateurs, qui l'ont fait. Vous n'avez jamais eu peur de critiquer l'Acadie, les Acadiens, certains leaders acadiens eux-mêmes. En particulier, vous avez dit à un moment donné que les Acadiens se cantonnent dans le rôle de potiche dans la gestion des écoles et des hôpitaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire tout simplement, c'est que même si depuis 1982, entre autres au Nouveau-Brunswick, on a une loi qui reconnaît le droit d'avoir des institutions homogènes comme en santé, comme en culture, comme dans les écoles, la loi scolaire du Nouveau-Brunswick est une des plus rétrogrades au Canada. À ce compte-là, on devrait avoir nos frères acadiens de la Nouvelle-Écosse qui ont la meilleure loi sur l'éducation, qui reconnaît véritablement un droit de gestion. On gère pas une scène. Je ne sais pas quelle formule juridique il faudra trouver. Tout ce que je sais, c'est que le statu quo actuellement est totalement inacceptable. C'est de la gouvernance de potiche, ce que j'appelle, dans le sens que on contrôle pas une scène. Et moi, je crois que la voie de l'avenir, une partie de la voie de l'avenir réside dans le pouvoir municipal. Au Nouveau-Brunswick, par exemple, 67 ou 60% des Acadiens vivaient dans des zones non incorporées. Ça veut dire qu'il n'y a pas de conseil municipal. Ça veut dire que leur maire pouvait être le ministre anglophone et c'est pas dans l'intérêt. Et là, il y a une mouvance actuellement vers les regroupements locaux et gestion municipale. Et les municipalités sont les seuls lieux où on peut collecter des taxes, commencer à jouer avec l'argent. Et là, c'est un outil de pouvoir. Mais il faut aller plus loin. Moi, je ne sais plus si les provinces acadiennes devraient revenir de l'avant. Tout ce que je sais, par exemple, quand je regarde la liste des pays des Nations Unies, il y a 26 pays qui ont moins de 245 000 habitants. Disons que ça pourrait donner des idées de pays. Mais je n'irai pas jusque-là aujourd'hui. Mais une chose est sûre, c'est qu'on aura besoin que nos étudiants en droit se fassent la tête pour créer de nouvelles formules juridiques qui nous satisfassent et qui nous respectent pleinement. Donc, avez-vous de l'espoir? Oui, je suis de nature optimiste. Disons que je suis de plus en plus fatigué moi-même à me battre, mais jusqu'à mon dernier souffle, je lâcherai un cri favorable à une Acadie plus libre et plus épanouie, une francophonie canadienne plus énergique. Oui, je vais me battre jusqu'au bout. Je me suis toujours posé la question à savoir est-ce que c'était mieux d'être un leader communautaire que je l'étais ou d'avoir été élu, par exemple. Et ça sera une grande frustration de ma vie, c'est que pour le moment, je ne serai jamais député, à moins que je décide de me présenter au fédéral, au NPD l'année prochaine. Et plus ça approche, moins je crois que je le ferai. Ça sera une tristesse dans ma vie de ne pas avoir été député soit au niveau provincial ou au niveau fédéral. Sauf que je pense que, plusieurs personnes me disent que j'ai contribué autant, si ce n'est plus, de par le travail que j'ai fait, qui a été pas toujours facile. J'ai subi des ostracismes à plusieurs occasions. Je me suis fait mettre à la porte de l'Acadie Nouvelle 2 fois. J'ai arrêté à plusieurs occasions sur le bord de la route pour vomir d'inquiétude, d'anxiété, etc. J'ai plus envie de vivre ça nécessairement. Mais comme je vous dis, si les jeunes veulent relancer un autre parti acadien, Nadeau ne sera pas loin. Monsieur Nadeau, vous êtes un des instigateurs du Congrès mondial acadien. D'où est venue l'idée de rassembler les Acadiens de partout dans le monde? J'étais secrétaire général de la Société nationale de l'Acadie et
ça m'amenait à aller voir les Acadiens en Louisiane, Fédération acadienne du Québec, Belle-Île-en-Mer et tout. Alors, ça fait que j'ai lancé l'idée en 1988 à Edmonton, en Alberta. Mais c'est un de mes plus beaux bébés. L'idée, c'était que, un peu comme les Arméniens, les Juifs, les Irlandais, c'est de lancer un appel mondial aux Acadiens du monde entier, puis de se réunir et se poser la question comment est-ce qu'on va assurer la pérennité de notre peuple. Qu'est-ce qui fait que chez les Acadiens, même si on quitte l'Acadie, qu'on demeure Acadien? Ben, ce qu'elle dit, c'est qu'on a une histoire assez bouleversante. À la fois, on a la fierté d'être les premiers Européens à s'être installés en Amérique du Nord. Et ensuite, bon, on a subi ensemble ce qu'on appelle aujourd'hui un acte fondateur. C'est une déportation, c'est un acte négatif. Ça fait partie de l'ADN. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé d'avoir l'ADN acadien pour faire le choix de devenir acadien. C'est juste de choisir de vivre en français en Atlantique, entre autres, et d'épouser la défense de la cause française en Atlantique, comme on peut être acadien de peu partout au monde. Antonine Maillet dit « l'Acadie est là où un Acadien vit et le vit dans son cœur ». C'est vrai, mais ça prend plus que ça. Le dernier congrès mondial acadien a eu lieu chez vous, au Madawaska. Oui. Qu'est-ce que ça vous a fait, ça? Bien, étant moi-même originaire de cette région-là, de Lac-Baker, ça a été pour moi un sommet de ma vie militante, dans le sens de voir que toute la grande visite mondiale de l'Acadie est venue chez nous, est venue apprendre aussi qu'on était aussi acadiens qu'ailleurs. Alors, à ce niveau-là, c'était comme un summum de mon cheminement militant et j'étais très touché par cette délicatesse. Monsieur Nadeau, vous avez côtoyé des francophones d'un bout à l'autre du pays, dans les différents postes que vous avez occupés. Comment décririez-vous les liens qui existent à l'heure actuelle entre les Acadiens et les francophones des autres provinces du Canada? Ben, parfois, comme Acadien, on se sent un petit peu mal apprécié au sein de la francophonie canadienne, dans le sens que c'est comme si le fait qu'on a une identité forte faisait les autres nous envier. Je ne sais pas à quoi ça rime, alors qu'on devrait, au contraire, célébrer qu'il y a une communauté acadienne qui, théoriquement, paraît forte ou plus forte, ou du moins en nombre, etc. Et ça crée un certain malaise, et ça, c'est dû fondamentalement au fait que il n'y a pas d'histoire de la francophonie canadienne. Si on se saisissait de cette histoire-là, tous ensemble, c'est-à-dire que l'on soit de l'Alberta ou d'ailleurs, ou de l'Ontario, on célébrerait notre francophonie parce qu'on est à la base de ce continent nord-américain. C'est nous autres qui starté le party. Pas rien que les Acadiens, mais les francophones. Et ça s'est perpétué pendant longtemps. Alors, c'est un gros problème. Les francophonies canadiennes se connaissent mal. Et que on ne fait rien pour remédier à ça. Ça me peine. On ne peut pas se permettre ce luxe de l'ignorance entre nous. La relève acadienne, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, est-ce qu'elle est là? Il y a une belle cohorte actuellement. C'est ce qui me donne de l'espoir. Il y a un paquet de jeunes actuellement qui sont en train de mettre l'épaule à la roue. Bon, nécessairement, c'est facile. Sur le plan artistique, il y en a 16 là, actuellement qui sont en nomination pour des prix au Québec au niveau de la musique. Mais au niveau de politique, il y en a plusieurs aussi qui s'y impliquent. Mais notre jeunesse acadienne, comme celle de tout le monde, a un gros problème, c'est qu'elle n'est pas combative, elle n'est pas tough, elle n'est pas persévérante. Ça, combien de fois j'ai vu des jeunes lâcher prise plus rapidement que dans notre temps. Le monde n'aime pas ça de dire dans notre temps, mais ils ont peur du mot combat. Ils ont peur du mot discipline. Ils ont peur du mot rigueur. Et ça peut nous poser un problème à moyen terme. Mais d'un autre côté, les jeunes d'aujourd'hui, au même âge que j'avais, sont beaucoup plus brillants, beaucoup plus intelligents, beaucoup mieux outillés pour faire avancer les dossiers, etc. Et comme je vous dis, à la fois, j'ai
j'ai pas de problème avec le talent qu'ils auraient. J'aurais plus de problèmes avec leur persévérance et leur combativité. Alors, si vous aviez un jeune militant acadien devant vous en ce moment, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil? Ben, je lui donnerais comme conseil, c'est que le peuple acadien, on s'est rendu, ça fait 400 ans et plus qu'on est rendu là, a besoin d'autres porteurs de peuple. Et rien de plus beau que de travailler pour un peuple qui est merveilleux, le peuple acadien. Donc, vas-y avec la vigueur de l'âme, vas-y avec la capacité de tes talents, parce que l'Acadie se fera pas seule. Et s'il n'y a pas de jeunes comme vous, comme toi actuellement, qui posent les gestes nécessaires, ben, s'il n'y a plus d'Acadie française en Atlantique, il n'y aura plus d'Acadie pour tout le monde dans le monde. C'est ça qui est peut-être le message que je donnerais. Et donc, l'Acadie de l'Atlantique, on a la grande responsabilité d'assurer la pérennité du français parce que c'est l'outil indispensable pour porter notre peuple. Alors, maîtrisez mieux votre français et on a encore il y a plus de chemin à faire que qu'on en a fait jusqu'à maintenant. C'est pas pour te décourager. Mais si on était capable de le faire, vous êtes capable de le faire vous aussi. Alors, à vous de bouger. Monsieur Nadeau, merci beaucoup. Merci. Mondial acadien cet été. Alors, je n'étais pas nécessairement prédestiné de par mon nom, qui est Nadeau et qui n'est pas purement acadien, mais si on recherche moindrement, on trouve du Thériault, du Cyr, du Cormier, etc. Mais aujourd'hui, être acadien, c'est le choisir beaucoup plus que le subir ou le porter. Bien sûr, je n'étais pas nécessairement prédestiné à porter l'acadianité. La seule chose qu'on connaissait de l'Acadie à l'époque, c'était la Caisse populaire acadienne. Mais aussi le fait que je sois né le 15 août, mais il y avait un accent qui était mis parce qu'il y avait toujours, à l'époque plus religieuse, on célébrait la fête de Marie, de l'Assomption, donc ensemble. Encourage le débat et fait réfléchir. Jean-Marie Nadeau, bonjour. Oui, salut. Jean-Marie Nadeau, vous êtes né un 15 août, Journée nationale des Acadiens, une date de naissance prédestinée pour un militant acadien comme vous, diriez-vous? Semble-t-il, dans un petit village, à Lac Baker, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, à la frontière du Maine et du Québec, où s'est tenu le merveilleux congrès. Certains disent qu'il est un homme de principe, un homme de conviction. Pour d'autres, il est un électron libre, un harangueur. Une chose est certaine, Jean-Marie Nadeau aime l'Acadie. C'est peut-être normal. Il est né un 15 août, la fête nationale des Acadiens. Jean-Marie Nadeau est un Braillon, le nom qu'on donne aux francophones du comté du Madawaska au Nouveau-Brunswick. Après des études en France et un séjour de quelques années à Montréal, Jean-Marie rentre chez lui en Acadie. Il travaille à la Société nationale de l'Acadie et au quotidien L'Acadie Nouvelle. Il devient consultant auprès d'une association de pêcheurs et travaille au sein de la Fédération des travailleurs du Nouveau-Brunswick. Il a tenté sa chance en politique provinciale, d'abord au sein du Parti acadien et plus récemment chez les néo-démocrates, chaque fois sans succès. En 2008, Jean-Marie Nadeau devient président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Il n'a pas la langue dans la poche et n'a pas peur de critiquer le statu quo. Sa vision et sa façon de faire ne sont pas appréciées de tous.
Mais une chose est certaine, son discours Là, j'ai eu cette petite sensibilité-là, mais elle s'est développée beaucoup plus quand j'ai quitté Lac-Baker en allant. Parlez-moi de Lac-Baker. C'est pas le bastion de l'Acadie? Justement, étant à la frontière du Québec, et plusieurs personnes ont découvert ça cet été avec le Congrès mondial acadien, c'est à 95-98 francophone. Donc, c'est très francophone, mais pas très, vous avez senti pas très vous êtes- acadianisé. D'accord. Donc, vous vous êtes jamais senti menacé là où vous étiez, vous? Menacé, la première conscience que j'ai eue d'une menace qu'il pourrait y avoir, c'est quand mes cousines qui vivaient à 6